Ok, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Alors je sais pas si vous avez vu, l'année dernière j'ai sorti une vidéo où je me retrouve en forêt, en gros avec des chiens de chasse qui m'arrivent dessus. Sur le coup, moi n'y connaissant rien, j'ai un peu paniqué, me dire bon, est-ce qu'ils vont attaquer ma chienne, est-ce qu'ils vont m'attaquer? Et de cette vidéo-là, j'ai eu énormément de commentaires de la part des chasseurs notamment, beaucoup de haine, beaucoup de reste chez toi, machin, tout ça. Donc aujourd'hui l'idée c'est pas de se plaindre de ça, parce que c'est les réseaux sociaux, on connaît bien. L'idée c'est plutôt d'aller voir point par point les commentaires avec toi Benoît. Donc Benoît qui était avec moi dans l'autre vidéo qu'on a fait sur les types de chasse. Toi t'es chasseur, agriculteur, tu connais bien le sujet et tu peux rajouter des choses. J'essaierai d'être le plus constructif possible. L'idée c'est vraiment de, encore une fois, s'éclairer sur le sujet. Je suis le premier à être content de manger du sanglier ou du gibier comme je le disais dans l'autre vidéo. Après, comme on a dit aussi dans l'autre vidéo, pour moi il y a des types de chasse qui sont plus ou moins éthiques, que j'approuve plus ou moins, mais ça c'est que mon avis à moi. Et je tiens à dire un truc super important, il y a eu tellement de commentaires assez agressifs et de soumissions de la part des chasseurs que certaines personnes de mon entourage n'ont même pas osé donner leur avis dans la vidéo. Donc moi j'en ai parlé autour de moi, je suis pas tout seul dans cette situation, on est beaucoup à avoir peur d'aller en forêt quand il y a la chasse, etc. Est-ce que c'est justifié, injustifié? On va le voir un petit peu plus dans cette vidéo. Juste je dis ça parce que déjà je pense que la vision des chasseurs qui sont très agressifs est déjà biaisé parce que les gens n'osent pas leur dire en face ce qu'ils en pensent. Alors même s'il y a eu beaucoup d'animosité de la part de certains chasseurs, malheureusement, je me permets de remettre un petit peu de contexte. En 2023, les derniers sondages indiquent 53% des Français qui se déclarent opposés à la chasse. Et pour la première fois, cette opposition est majoritaire en zone rurale avec 51% des résidents concernés. Et vous verrez d'autres statistiques dans la vidéo. Je tiens à remercier aussi tous les commentaires constructifs. Parce que heureusement, il y en a eu. Il y a eu plein de chasseurs qui m'ont donné des réelles infos, de choses que je connaissais pas et qui ont été hyper courtois. Donc déjà, je tiens à remercier énormément ces gens-là. Vous, pour le coup, vous faites avancer le débat avec intelligence et c'est cool. Contrairement à beaucoup qui, pour moi, ont rabaissé le débat et ne font pas une bonne image de la chasse en étant hyper agressifs et en laissant des commentaires comme vous allez voir par la suite. Je peux parler de ça et c'est un sujet qui m'intéresse dans le sens où j'ai fait partie de cette population de chasseurs qui ne regarde pas plus loin que le bout de son nez et qui répond dès qu'il y a une attaque de suite par la violence. Et on se rend compte, en prenant de la maturité, qu'en fait, on arrive strictement à rien, à part créer encore plus d'animosité et de se faire encore moins comprendre et de se mettre encore plus de gens à dos en raisonnant comme cette personne-là, en répondant par l'attaque. Ce qui se passe, c'est que ces anti-chasses qui se font du coup agresser verbalement par les chasseurs, eux, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils répondent par une autre violence verbale et c'est un cercle vicieux où c'est la violence qui ne fait que monter et au final, les chasseurs, jamais de la vie, accepteront de prendre en compte des discours d'anti-chasse. Parce que dans les anti-chasses, il y a des discours que je trouve à mon sens excessivement construits et excessivement intéressants. À l'inverse, il y a des discours qui, à mon sens, n'ont ni queue ni tête et n'ont pas lieu d'être. Mais tout comme il y a des discours de chasseurs qui n'ont ni queue ni tête et des discours qui sont quand même très intéressants et qui mériteraient d'être écoutés. Franchement, c'est très très bien dit. Moi, je suis juste un peu déçu d'avoir reçu autant de haine alors que moi, j'en donnais pas. Et que je me retrouve dans une certaine situation où j'ai de l'appréhension, où je peux avoir de la peur parce que j'y connais rien. Mais je me dis à la fin, putain, je dis, mais quand même, toute cette agressivité pour un truc comme ça, tu vois, comment les gars se sont sentis autant attaqués par quelqu'un qui juste a eu peur de chiens en forêt? Je suis entièrement d'accord avec ça. Pour reprendre à la base, ta vidéo, je l'ai regardée à 3 reprises. Et effectivement, en la regardant et en essayant de me mettre à la place de quelqu'un qui tout simplement ne connaît pas, qui fait une simple balade en forêt et qui se retrouve au milieu de cette meute qui t'est venue dessus. Ça a été un concours de circonstances qui a fait que vous êtes juste trouvés au même endroit, la meute et toi à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'entre les aboiements, le bruit, les chiens qui arrivent, on entend des feuilles, des branches qui craquent. Je peux comprendre que si on ne connaît pas, on puisse avoir une appréhension et se dire qu'est-ce qui peut m'arriver. C'est vraiment légitime. Après, quand on a chassé et qu'on connaît le comportement de ces chiens de chasse, ce ne sont pas des chiens comme on veut le laisser croire, qui ont une soif de sang. Ce ne sont pas des chiens qui sont là pour aller mordre tout ce qui se trouve sur leur passage. Ce n'est absolument pas ça. Donc à ce moment-là, toi, en ta personne, tu n'étais absolument pas en danger et ta chienne n'était elle pas non plus en danger. Après, bien sûr, si on ne tient pas son chien, j'imagine, il vaut mieux l'attacher à ces moments-là, histoire qu'il se barre pas en courant, histoire qu'il n'attaque pas les autres chiens, etc. Moi, c'est pas mon cas. Ma chienne, elle est dressée, elle m'a écouté, elle s'est arrêtée direct. Dans des cas similaires au tien, le risque le plus important est que ce soit le chien du promeneur qui, lui, aille attaquer les chiens de chasse. Un autre truc que j'ai appris, c'est que le gibier voit pas le fluo.
Tout à fait. Je savais pas du tout, tu vois. Alors c'est pas à proprement parler qu'il ne voit pas que le fluo, mais c'est qu'il a une mauvaise perception de la couleur de manière générale. Ça me permet là-dessus de rebondir sur des commentaires que je vois très souvent. On est souvent vu comme des gens relativement basiques, dans le sens où on entend souvent dire ils portent des fluos, voyez un peu l'intelligence, ils cherchent à se cacher pour pas être vu du gibier, mais en même temps ils portent des fluos et pour paraître un peu plus camouflés, ils impriment des motifs de branchage sur les fluos. Non, là il y a une logique à ça et il y a de la physique derrière ça. C'est que tout simplement, vous prenez un gilet fluo que vous mettez sur vous sans motif aucun, l'animal verra simplement une tache avec des formes assez découpées d'une seule et même teinte. Donc l'animal, ça va l'interpeller. Par contre, sur ce fluo, tu viens rajouter des motifs de branchage, ça va casser cette unité de couleur, ce qui va faire que tu vas te fondre davantage dans le paysage. Donc c'est peut-être justement cette méconnaissance de la part de gens comme moi qui font qu'on a des a priori sur la chasse et qu'on a peut-être peur d'en fait quelque chose qui n'est pas du tout dangereux. Il y a aussi des gens qui te prennent pour un con. Malheureusement, les gars, si on n'est pas chasseur, on n'est pas censé vraiment savoir ces choses-là. Donc encore une fois, c'est cool de débattre. Maintenant, je l'ai appris, mais c'est cool de débattre avec courtoisie pour apprendre aux gens. Et je pense que l'idée de cette vidéo-là aussi, c'est de faire le lien, d'arrêter d'être dans un extrême ou dans un autre, d'essayer d'apprendre les choses pour que un peu on puisse tous profiter de la forêt en fait au mieux, quoi, sans s'insulter et sans devoir rester chez soi, parce que je suis pas du tout le seul à avoir peur. 74% des Français déclarent avoir ressenti de l'inquiétude quant à la possibilité de croiser des chasseurs lors de promenades en forêt. Et cette proportion a atteint 81% chez les personnes vivant à proximité des zones de chasse, c'est-à-dire nous, tous ceux qui sont en campagne, en gros. Il y a pas mal de commentaires qui m'ont appris qu'en effet, il y avait énormément de forêts privées. Tout à fait. Alors, je pensais pas à ce point-là, donc encore une fois, intéressant. La forêt n'est pas à tout le monde, renseigne-toi, c'est ridicule ton caprice. La forêt n'appartient pas à tout le monde, il y a des propriétaires. Tu as le droit d'être là, tu es dans une forêt ONF ou sur une propriété privée comme 3/4 des forêts françaises. 90% de la forêt française est privée. Et là, t'étais où? La forêt n'appartient pas à tout le monde, tu dis tout et rien, reste en ville, tu seras sûrement beaucoup moins en sécurité. Et tu dois savoir que les animaux ne voient pas le fluo, reste chez toi, c'est ce que tu as de mieux à faire. Les forêts sont des espaces. Les forêts appartiennent à des propriétaires, vous rentrez dans une propriété. Si le propriétaire veut se retourner contre toi parce que tu es dans ses bois, il peut te mettre au tribunal. Il n'y a pas de panneau interdisant de rentrer chez les gens et tu le fais pas. Pareil. Une forêt étant 8 fois sur 10 une propriété privée, je rappelle que la propriété privée est inscrite dans la Constitution. Bon, bref. J'étais dans une forêt communale. Donc ça, on a compris, il y a beaucoup de forêts privées. Moi, en l'occurrence, j'étais dans une forêt communale et c'était une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Alors, je le savais même pas au moment où j'y étais allé, mais quand j'ai vérifié où j'étais, je savais que c'était une forêt communale, je savais pas que c'était une zone un peu particulière pour la faune et la flore. A priori, un chasseur a le droit de venir sur un terrain privé même sans avoir l'autorisation. Tout à fait. En revanche, si toi t'accordes le droit de venir, un pote à venir sur ton terrain, Tout à fait. les chasseurs n'ont pas vraiment le droit de le virer non plus. Exactement. Donc, d'une certaine manière, on peut aussi, nous, en tant que promeneurs, avoir l'accord pour aller dans une forêt privée, chercher des champignons, si le gars, il a dit qu'on a le droit d'aller chercher des champignons. Tout à fait. Et c'est à ce moment-là que l'intelligence et la bonne entente viennent prendre tout leur sens. Toi, ça t'est arrivé, du coup, tu m'as raconté, d'envoyer un pote, lui dire, vas-y, tu peux aller faire de la détection sur un de tes terrains. Voilà. Un gars qui avait un détecteur de métaux et qui fait de la détection pour son loisir. Et les chasseurs sont arrivés et l'ont dégagé de ton terrain. Voilà. Et de manière très peu cordiale, si je puis dire. Ok. Est-ce que toi, t'es mis au courant en tant que propriétaire? Que la battue est en place? Oui. Absolument pas. Voilà. Mais je n'ai pas à l'être. Mais dans ce cas-là, il y a peut-être un problème aussi dans la coordination. Très si certainement. t'étais mis au courant facilement, j'en sais rien comment faire. Maintenant, on a des réseaux, maintenant on a des tonnes de plateformes où tu pourrais avoir ton numéro et qu'en 2 secondes, on te dise il y a une battue de prévue ce jour-là sur ton terrain. Voilà, moi en tant que propriétaire, pour parler juste en ma personne, je m'en fiche d'être au courant avant qu'on m'avertisse qu'il y aura une battue. Ce qui m'importe, c'est qu'il y ait un respect de ma profession pendant l'acte de chasse, à savoir les clôtures et les animaux. Je suis éleveur, j'ai des animaux et très souvent les actes de chasse se passent au milieu de mes animaux. Donc à ce moment-là, il y a plus une notion de respect à avoir de la profession en elle-même plus que de ma personne pour m'avertir. Oui, okay. Ça c'est ce que je juge plus important. Ce copain que j'autorise à aller détecter chez moi, il se trouve au milieu d'une battue, il n'en savait rien, je n'en savais rien. Il n'y a aucune raison valable pour que cette personne se fasse dégager avec pertes et fracas d'un terrain privé. C'est moi-même qui autorise à cette personne de venir et ce sont des chasseurs qui, eux aussi, ont mon autorisation de manière plus indirecte de venir sur mon terrain. Ils ont mon autorisation et ils se permettent d'aller jeter une tierce personne qui est venue sur mon terrain. La méthode est tout simplement
mauvaise en jetant une personne de la manière dont ça a été fait. On ne fait que favoriser cette problématique d'entente entre chasseurs et non-chasseurs. Je fais exprès de ne pas parler d'anti-chasse spécialement, mais chasseurs et non-chasseurs. Oui, parce que vraiment, là, tu fais bien de le dire. Il y a toute une catégorie de chasseurs très extrémistes. Comme je l'ai dit, il y a des chasseurs qui ont été très courtois, qui ont donné des bonnes informations. Et il y a aussi tout plein d'anti-chasses qui ont été très virulents, autant que les extrêmes chasseurs. Et là, du coup, chacun ne peut pas communiquer. Et il y a des gens comme moi, je dirais, qui sont pas du tout contre la chasse, peut-être contre certains types de chasse et pas d'autres, et qui se retrouvent un petit peu au milieu de ce débat et qui sont pas des anti-chasses pour le coup. Voilà, exactement. Donc c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, tu n'es pas chasseur, mais tu n'es pas pour autant anti-chasse. Ça aurait été toi, mon ami, que j'ai autorisé à les détecter et tu te fais jeter de la sorte par les chasseurs. Forcément, tu vas pas garder un bon souvenir des chasseurs. Il faut absolument pas créer de généralité, mais forcément que quelqu'un de plutôt neutre, s'il garde cette dernière altercation, cette dernière entrevue avec un chasseur en tête, comme ça s'est passé, forcément c'est logique. C'est logique. Moi, le premier, ça m'arriverait. Comme moi, par rapport aux commentaires, là, par exemple, je suis pas dans l'agression et j'avoue, je suis un peu déçu. Alors, je suis pas quelqu'un de rancunier, donc je vais pas aller dire tiens, tous les chasseurs sont des connards. Malheureusement, j'ai quand même eu beaucoup de commentaires plutôt dénigrants, dévalorisants, insultants même, que de gens courtois. Et malheureusement, eux, ils desserrent, ils donnent une mauvaise image. Donc moi aussi, je pourrais repartir avec une très mauvaise image. Mais je vais pas rester sur l'idée de me dire tous les chasseurs sont des connards. Tous ceux qui sont, on va dire, sains d'esprit et qui ont répondu avec intelligence, je vais pas les mettre de côté, je vais même plutôt les mettre au centre, de me dire ok, les vrais chasseurs qui sont sûrs d'eux, c'est eux. C'est ceux qui ont réussi à me répondre avec courtoisie. Et pas ceux qui ont braillé en me disant des trucs qui sont pas constructifs ou qui ont essayé de me faire passer pour des cons et tout. En attaquant l'autre, l'individu cherche à détourner l'attention de sa propre vulnérabilité et à regagner un sentiment de contrôle. En insultant ou en ridiculisant leur interlocuteur, ils tentent de diminuer la valeur perçue de l'autre, afin de restaurer leur propre sentiment de supériorité. Une personne confiante et assurée, face à une critique ou un désaccord, n'a pas besoin de recourir à des mécanismes de défense agressifs. Plutôt que se sentir attaquée, elle peut considérer les critiques comme des opportunités d'apprentissage ou les ignorer si elles sont non pertinentes. La confiance permet de répondre avec calme et courtoisie, parce que l'individu ne ressent pas le besoin de prouver sa valeur par des attaques. Une personne sûre d'elle est à l'aise avec des désaccords et n'y voit pas une menace personnelle. Commentaire sur tenir son chien en laisse. Alors ça, je suis assez d'accord pour les gens qui ne tiennent pas leur chien encore une fois, mais on retourne sur le sujet de tout à l'heure. Moi, la situation aurait été exactement la même si ma chienne avait été en laisse. Elle est éduquée, encore une fois, elle reste près de moi, elle m'écoute au doigt et à l'œil, même s'il y a une forme d'attaque ou une agression ou quoi, vraiment, elle va m'écouter de ouf. Donc je trouve ça juste un petit peu injuste qu'on me dise, toi, tiens ton chien en laisse, alors que t'es dans une forêt et que les chasseurs, eux, aient le droit d'avoir leur chien détaché. Je sais que pour faire la chasse, ils doivent avoir leur chien détaché. Mais du coup, ne dites pas aux gens, en gros, nous, on a tous les droits et vous gardez votre chien près de vous, vous n'avez pas les droits. Alors, dans la loi, il est clairement écrit qu'on doit garder son chien à moins de 100 mètres de soi ou en laisse si on n'arrive pas à le tenir pour éviter de perturber la faune et la flore, et non pas pour se protéger des chasseurs. Si on part de ce principe-là, ma chienne qui, moi, reste à mes pieds tout le temps en promenade, perturbe moins l'écosystème et l'environnement que les chiens de chasse qui, eux, sont laissés à courir devant les chasseurs, et les chasseurs sont souvent assez loin derrière. Alors ça, c'est un point, c'est plus perso, j'avais envie de le placer. Beaucoup de gens qui disent qu'en gros, je connais pas la forêt, que je dois sûrement être un petit citadin, etc. Non, pas du tout. Moi, je suis né en campagne, j'ai fait ma vie en campagne. Je suis pas tout seul dans ma situation à avoir peur d'aller dans la forêt. 73% des personnes interrogées ont déjà évité de se promener en forêt pendant des sorties de chasse. Ce chiffre s'élève à 80% pour les résidences proches de zones de chasse, donc en campagne chez nous. Mais tu vois, il y en a beaucoup qui m'ont fait passer pour genre, toi, t'y connais rien. Il y a une différence entre connaître la loi, connaître la chasse, connaître la faune et la flore. Tu vois, je pense qu'il est important en fait de dissocier tout ça. J'ai eu énormément de commentaires sur le fait de rester chez soi. Ben là, désolé les gars, vous mettez pas du tout en avant la chasse. C'est comme si d'un coup on devait se méfier de vous. Et puis voilà, il y a un moment où on peut essayer de tous vivre dans les forêts. Mais c'est exactement ça. Et vraiment, enfin, c'est pas reposant pour le cerveau, ça. Hein. Non. C'est pas reposant parce que ça peut paraître peut-être simple, mais je veux dire, avant de parler, ça tourne dans ma tête de comment je peux faire pour le dire sans froisser un côté ou l'autre. Mais il y a certains moments, j'aimerais mettre plus d'animosité parce que ça me gonfle au fond de moi. Moi, je pourrais être très gonflé de
de recevoir ce genre de Tout à commentaires. fait. Je le fais plus sous une forme d'être constructif que d'une forme de Mais je comprends. de réattaquer en face. Tout à fait. En fait, sinon je tombe dans le truc d'extrême qui font que le débat n'avance pas. D'ailleurs, j'ai été vraiment surpris. J'ai beaucoup aimé la réaction de certains chasseurs qui, pour le coup, eux ont dit calmez-vous les autres. Le gars là, il est pas en train de vous insulter. Mais voilà. Il y connaît rien. Mais ça, c'est- Peut-être. Invite-le à une partie de chasse plutôt que de l'insulter. Il y en a qui ont répondu ça aussi. c'est Donc ça. merci aussi à eux qui ont pris l'envers du décor parce que là je me suis dit ah ouais cool quand même. Il y en a qui du coup sont pas en train de m'attaquer mais plutôt en train de dire à l'autre de tempérer son discours et peut-être de m'inviter pour connaître Ça, oui. parce qu'en plus je suis clairement une personne pour le coup on le voit à ces vidéos que je fais qui certes me rapportent rien. Putain j'ai eu des commentaires genre tu fais de l'argent avec des trucs sur la chasse. Non mais les gars ça rapporte rien. Je le fais pour le plaisir et justement pour m'instruire. J'en suis la preuve que quand même je suis ouvert au débat en faisant ces vidéos-là. Donc, le truc de gagner de l'argent ou je sais pas quoi. Quand on en a parlé la première fois, je ne t'avais pas senti aussi ouvert, j'aurais tout simplement pas accepté de faire cette vidéo avec toi. Mon but n'est pas de faire une vidéo avec quelqu'un qui a ses principes en face et qui ne veut en aucun cas y déroger. Il n'y a pas de mal à ne pas déroger de ses principes, mais acceptons simplement d'écouter ce que l'autre a à dire et de prendre en compte ce que l'autre raconte. Puis on a le droit de pas être d'accord sur certains sujets et de s'entendre quand même et de pouvoir en parler. C'est communiquer, savoir donner des arguments et des vraies données aux gens pour faire avancer le débat. Pas juste enfoncer quelqu'un, pas juste faire peur. Comme je disais tout à l'heure, il y a plein de commentaires aussi qui ont essayé de détourner la discussion. Un côté hors sujet, genre t'es plus en danger sur la route, machin, ou le loup, l'ours. Pour le coup, on peut partir dans des sujets de discussion pendant 3 heures sur... oui, il y a aussi un sujet sur l'ours et le loup. Hein. Mais au niveau de la psycho, c'est un moyen de détourner en gros le sujet pour éviter le débat de base. Alors, au niveau des stats, et là je trouve ça intéressant, je sais plus si on le disait en off ou dans la vidéo, en gros, accidents annuels, environ 80 à 100 accidents de chasse par an, ce qui est en réalité très peu. Oui. Enfin, ça fait toujours en fait un espèce d'effet boule de neige. Même pour moi, avant d'avoir ces stats-là, je me disais ouais, il y a des accidents de chasse, c'est dangereux. En fait, quand tu regardes, tu te dis bon, mais 80 à 100 par an, c'est pas non plus énorme. Effectivement, la chasse, par rapport à la proportion de chasseurs qu'il y a, la chasse n'est pas un sport ou un hobby qu'on peut appeler risqué. Contrairement à tant d'autres sports où il y a beaucoup d'accidents, comme prenons simplement le fait de la moto. Perception de la cruauté et de l'impact environnemental. Apparemment, 70% des Français considèrent la chasse comme une pratique cruelle. Après, concernant ce sujet, qu'est-ce qu'on appelle cruauté? Est-ce que la cruauté, on l'apparente à un mode de chasse suivant? Est-ce qu'un mode de chasse est plus ou moins cruel qu'un autre? Ou si la cruauté, on la met tout simplement sur le fait de capturer et de tuer un animal. C'est là où le débat est compliqué. Je pense qu'il y a des types de chasse qui sont plus cruels que d'autres. Et donc c'est difficile de poser un mot cruauté sur toute la chasse. Le mot cruauté est difficile à poser effectivement sur ce sujet. Parce qu'après, je pense que la plupart des gens qui ont répondu à ces sondages mangent de la viande. Est-ce que la chasse est plus cruelle qu'un abattoir? Tu vois, je sais pas. À ce moment-là, tu touches à ma deuxième casquette en tant qu'éleveur et producteur de viande. Non mais on pourrait en redébattre encore. Il y a du faux, il y a à boire et à manger dans ce sujet des abattoirs. C'est un sujet vraiment compliqué à aborder. Il y a eu des abattoirs avec des pratiques intolérables. C'était des pratiques absolument pas légales. C'était des abattoirs vieillissants. La majorité de toutes ces vidéos chocs qu'on a tous vues ne sont même pas prises en France. Faut le prendre en compte, même s'ils disent que c'est l'inverse. Ils te mettront une voix off d'un Français qui a bossé dans un abattoir et ils le colleront sur une vidéo qui a été tournée. Non, ce que je voulais dire, c'est plus par rapport à la cruauté. Je pense que pour certaines personnes, dès le moment où on tue un animal, c'est cruel. Ah, voilà, mais ça c'est un autre sujet. Ils regardent pas forcément chez eux, dans leur frigo, tous les animaux qui ont été tués pour leur bouffe, tu vois. C'est plus dans ce sens-là, tu vois. En gros, moi, il m'est arrivé plusieurs histoires avec les chasseurs. Hein. Comme je l'ai dit, je vis de la campagne depuis tout petit. En gros, on était avec mon groupe de musique, on allait attendre une copine et on a commencé à montrer nos culs au bord de la route. Là, il y a un gars qui l'a mal pris, qui est revenu avec un fusil chargé, qui nous a clairement mis en joue, menacé, en nous disant de dégager. En gros, en fait, en plus, le truc de ouf, c'est que c'était le père de la copine qu'on attendait, mais il nous connaissait pas, on le connaissait pas. Il est vraiment revenu avec le fusil chargé, nous a mis en joue, nous a montré qu'il n'y avait pas la sécurité, et ensuite il a tiré en l'air. Sérieux? Nous, moi j'ai dit au gars, en gros, désolé monsieur, on se calme, on se détend. On est parti, j'ai direct appelé les flics. Hein. J'allais pas me laisser faire d'une certaine manière. Moi, j'ai pareil, hein, à cette époque-là, j'ai 15 piges. Je me fais menacer par un gars avec un fusil parce que je montrais mon cul au bord de la route. Le gars s'est excusé, a pleuré toutes les larmes de son corps. On n'a pas porté plainte, on n'est pas allé plus loin. Donc on aurait pu aussi être casse-couille, hein, parce que c'est quand même quelque chose d'aller menacer des gosses de 15 ans avec une arme, c'est quand même
un acte assez fort, quoi. J'essaye de rester ouvert au maximum. Et encore une fois, merci à ceux qui l'ont été, aux gens comme toi et à d'autres dans les commentaires qui ouvrent le débat et qui discutent. Je pense que c'est important et c'est, en mon sens, en fonctionnant comme ça, qu'on peut tenter de faire changer un peu l'animosité qu'il peut y avoir dans la tête des personnes. En tout cas, merci d'avoir parlé, d'avoir participé avec moi sur ces sujets-là. Merci à toi. Encore une fois, débattez avec courtoisie en commentaire, ce sera cool pour que ce soit constructif. Je ne pourrais dire que la même chose en soi, du moment qu'on accepte les uns les autres de prendre en considération l'explication de l'autre en face et d'accepter de comprendre, même si on n'est pas d'accord, mais d'accepter d'entendre ce que l'autre a à dire, ça permettrait de désactiver beaucoup de tensions. Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et moi je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt sur votre longueur d'onde. Ciao!